Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, on va parler d'agro-transformation, d'aromathérapie, d'huile essentielle, d'enseignement, d'exploitation agricole. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 Avec moi sur le plateau de Forme, deux femmes, comme d'habitude. Je commence par quoi? Plouf, plouf, droite, gauche, droite. Viviane Duval, ça va? Bien, merci. Et vous? Ça va, très bien, nous allons très bien, merci beaucoup. À ma gauche, Marie-Paul Nolbas, comment ça va Marie-Paul? Ça va bien, merci. Et toi? Merci, très très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je crois que vous êtes dans des milieux, des secteurs qui sont proches et éloignés. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire et de choses communes, j'ai l'impression, non? Je pense que oui. Voilà. Mais vous allez vous présenter, mesdames. Hein. Viviane? Viviane Duval, Oui. je suis enseignante dans le milieu agricole, donc dans l'enseignement agricole au LPA du Robert. Et je suis également agricultrice, donc j'ai la chance d'avoir ces deux casquettes qui me permettent de faire le lien avec dans ce thème global de l'agriculture et de partager et d'innover. Et tu as toujours été dans ce milieu? Tu as toujours été prof, par exemple? Tu as toujours été agricultrice? J'ai travaillé un peu dans le privé avant d'intégrer l'enseignement agricole et de monter l'entreprise agricole. Mais on va dire que c'était dans un secteur proche. Voilà. De toute façon, en agriculture et en agrotransformation. Donc, effectivement, j'étais déjà un peu dans cette voie. Marie-Paul, toi, tu n'es pas agricultrice, mais tu évolues dans le milieu de l'aromathérapie. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, je suis Marie-Paul Nolbas, je suis maître praticienne en aromathérapie traditionnelle, jeune certifiée mais très expérimentée puisqu'en fait à la base je suis autodidacte et j'ai commencé en soignant d'abord les miens. Enfin, en leur apportant du bien-être et du confort et du capital santé. Et puis après, j'ai commencé à proposer des produits à base d'huile essentielle et d'accompagner les gens, de faire des suivis. Et puis, en fait, chemin faisant, je suis devenue une thérapeute qui maîtrise certaines indications en termes de conseils et d'accompagnement. Mais après la certification, j'ai préféré quand même garder ce lien direct qu'il y a quand on fabrique des produits et qu'on les vend nous-mêmes aux gens, parce qu'il y a l'explication de production, il y a le conseil d'utilisation. Et en cabinet, je trouve très peu efficace de donner une recette à quelqu'un qui n'y connaît rien et de lui dire en 3/4 d'heure comment il doit préparer quelque chose par lui-même, choisir des ingrédients, leur qualité, enfin voilà, trop de choses aléatoires et j'ai trouvé cette méthode moins efficace. Donc j'ai préféré garder le lien direct et je tiens mes stands et j'accompagne les gens aussi en conseil, en consultation, mais pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent aller plus loin. Tu connais l'aromathérapie, Viviane? Un petit peu, puisque dans mon utilisation quotidienne, on va dire que je suis très produit naturel, huile essentielle, parce que je connais un peu les bienfaits. Donc, et puis, de par on va dire, ma casquette d'enseignante, j'ai l'occasion aussi de montrer aux jeunes le process d'élaboration des huiles essentielles. Donc, on travaille au Parme notamment. Elle sait en faire. Ben oui, On travaille au Parme et on leur montre un petit peu comment transformer des produits, cosmétiques et aussi des plantes. Et aussi Alors, des on va plantes. peut-être définir. C'est quoi l'aromathérapie? l'aromathérapie, la définition basique, c'est le soin et la santé par les huiles essentielles exclusivement. Mais ça donne l'impression qu'on n'utilise que des huiles essentielles, alors que les huiles essentielles, comme elles nous sont présentées sous forme de concentré très actif, on ne peut jamais les utiliser sous leur forme concentrée. Donc il faut toujours prendre quelque chose qui va venir les diluer. Donc finalement, quand on fait de l'aromathérapie, on est obligé de s'intéresser à la phytothérapie,
Moi, je me suis intéressée beaucoup à l'apithérapie, par exemple. parce que les L'apithérapie, c'est pas être heureux, mais quoique, c'est les abeilles. Oui, exactement. C'est les rend produits heureux. apicoles, ceux Oui. qui nous viennent de la ruche, effectivement. Et Apithérapie. Oui, apithérapie, ben, ça tombe bien. On a travaillé sur les abeilles avec eux cette année. On a travaillé sur le miel. On a été ouais. voir Eh bien, oui, voilà. les apiculteurs sur le terrain. Et voilà, on va finaliser un projet l'an prochain sur le Ça va miel éclairer des local. liens entre vous. donc les produits apicoles, grands copains de l'aromathérapie, puisque le miel va diluer les gouttes pour, par exemple, une ingestion en interne. La cire d'abeille, moi je fais des crèmes, des baumes et des onguents avec de la cire d'abeille. Donc c'est vraiment voilà, très copain. Puis la dilution de base avec une huile végétale de première pression à froid. Voilà, une vraie huile, quoi. Et puis, voilà, j'ai aussi fait un petit peu d'oligothérapie. Donc, C'est quoi, l'oligothérapie? c'est le soin par les minéraux et les oligo-éléments Éléments. exclusivement. Donc, on va passer tout ce qui est par magnésium, etc., mais aussi les métaux colloïdaux, l'argent, le cuivre et l'or colloïdal, qui font partie de l'oligothérapie. Et puis, j'ai fait aussi un petit peu d'argilothérapie, mais ça, on est obligé, puisque dès qu'on utilise les huiles essentielles, que par exemple, j'ai envie de me faire ne serait-ce qu'un masque à l'argile à incorporer, ben, je fais de l'argilothérapie, je fais de l'aromathérapie. Je t'interromps 2 secondes, t'en Marie-Paul. On a l'impression que dès qu'on met, je vais faire ma provoque, hein, et puis mon avocat du diable, donc on met thérapie derrière le mot et que ça devient tout de suite du soin. Non? Eh ben oui, mais c'est le D'accord, sens mais du tout, mot. oui, certes, mais est-ce que tout se prête à ça? Donc l'argile, etc. Est-ce que tout se prête à ça et comment on découvre les bienfaits? Alors par ça c'est exemple nous, parce qu'aujourd'hui on s'est éloigné de l'environnement duquel nous sommes issus et auquel nous appartenons. Mais à la base, la nature est là pour nous nourrir, nous soigner, nous entretenir, nous soulager. Oui. Donc effectivement, tout ce qui est thérapeutique en fait ne vient que de la nature. D'accord, mais il faut faire L'homme quand ne même fait que attention, faut faire reproduire attention en quand même à laboratoire. l'usage, parce que faut faire j'imagine attention que à c'est les l'usage. doses aussi. Par exemple, Comme pour tout produit voilà. actif. Voilà, tout à fait. Mais par exemple, c'est vrai que je crois que c'est Emmanuel Nossin qui parle beaucoup de ça, en fait, du pouvoir des plantes et qui est un peu lié à notre biodiversité aussi, d'ailleurs, parce qu'on a, on a des capacités énormes en Martinique. Oui, on a des capacités énormes et puis ben, là, on les découvre, on a des études, on a plein de personnes qui s'intéressent à ça maintenant et c'est très bien. On redécouvre. Oui, on redécouvre, mais voilà, et ben, nous, on fait le lien avec les jeunes parce que l'essentiel pour nous, au LPA, c'est de leur montrer, ben voilà, le capital qu'on a et puis ben, qu'est-ce qu'on peut en faire, même si on ne leur donne pas toutes les ouvertures. Là, tu as parlé de beaucoup de choses, mais c'est intéressant, comme je dis, de planter, de semer des petites graines et puis d'espérer demain, voilà, voir tel ou tel élève placé ou en tout cas intéressé dans tel ou tel domaine, mais proche toujours de la nature, qui est là pour nous et qui nous soutient. Pour nous soigner, mais aussi, il y a, comment dire, c'est du potentiel aussi économique. Toi, tu vis aussi de cela. Ah, mais exclusivement. Voilà. D'ailleurs. Je voulais juste apporter l'info, tu vas me confirmer. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, tu l'as défini donc, de manière générale, l'utilisation des composés aromatiques des plantes. Et puis, j'ai lu que le terme aromathérapie avait été inventé par un parfumeur, René Maurice Gattefossé. Tout à fait. Voilà. Mais l'usage des plantes remonte à bien Oh, loin. des millénaires, voilà. absolument voilà. Les des Égyptiens, millénaires. voilà, Toutes les probablement avant. civilisations du monde. Et puis, j'ai fait une petite intro sur un document et je disais que, en fait, vous savez, cette petite panacée qui appartenait aux initiés dans des temps reculés, où on voit le sorcier au-dessus de son chaudron en train de sortir la petite fiole de sa poche et de n'en mettre attention, il ne faut en mettre qu'une seule goutte. Magique, Et voilà. puis, bon, en fait, tout ça, c'est le folklore. Mais en fait, il s'agissait juste d'huile essentielle. Hein. Oui. C'est juste qu'aujourd'hui, cette petite substance miraculeuse, elle est enfin à la portée de tous, grâce à des gens qui, avant moi et après moi, continueront à la démocratiser, à la vulgariser, à permettre de ne pas en avoir peur. Je pense qu'il faut beaucoup plus avoir peur de l'eau de Javel, que tout le monde utilise de manière commune chez soi, que d'un flacon d'huile essentielle. On va continuer à en parler, Marie-Paul, qui est intarissable sur le sujet, mais ça Ah oui, revient, je suis désolée, tu es venue pardon, pour faut ça. pas hésiter à m'arrêter mais tu es parce venue que alors pour là, ça. quand je suis lancée Non, on fait là-dessus, un premier stop, focus, on va parler de toute autre chose.
Voilà, retour sur le plateau avec mes invités Marie-Paule Nolbas et Viviane Duval. On était en pleine discussion sur l'aromathérapie. On va en reparler. On va parler d'enseignement aussi agricole. On va parler d'agriculture et d'agro-transformation. Agro, mais pas agri. Voilà, alors le focus est moins gai. Je vais vous parler de nouveaux féminicides qui s'est déroulé en Nouvelle-Calédonie. Alors, les femmes sont particulièrement victimes en Nouvelle-Calédonie. Il me semble que c'est le 3e. En tout cas, donc, début août, donc, une jeune femme de 33 ans a été tuée, a été retrouvée morte chez elle. Elle a été tuée par son mari, des traces d'hémorragie intracrânienne. Le couple, manifestement, avait beaucoup bu. Son mari, 31 ans, elle, 33 ans. Donc, un couple parent de 2 enfants de 2 à 8 ans. Et donc, quelque temps avant, en juillet, donc une autre jeune femme avait été tuée aussi dans des conditions extrêmes, ce qui montre bien que la Nouvelle-Calédonie est victime de violences conjugales qui sont manifestement le signe d'inégalité entre les sexes. Donc, il y a eu des mobilisations dernièrement. À la suite, donc le 1er août, donc je vous disais, ce féminicide dont a été victime cette femme de 33 ans, mais des manifestations donc, de Calédoniennes et de Calédoniens en colère donc, ont eu lieu à Nouméa. Donc on ne peut que regretter finalement ce qui apparaît presque comme une épidémie, entre guillemets, hein, on va dire, et dont les femmes sont particulièrement victimes dans cette île du Pacifique. Alors, toute autre chose, je voulais vous parler de quelque chose d'un peu plus réjouissant, et je vais demander à mes invités de réagir, soit l'une ou l'autre des informations. Alors, contrairement aux idées reçues, la préhistoire, on parle beaucoup de la préhistoire du chasseur pendant la préhistoire. Le chasseur, c'est le chasseur qui va, c'est l'homme qui va chasser, notamment le gros gibier. Eh bien, pas du tout. Les chasseurs étaient aussi des chasseuses pendant la préhistoire. Alors ça, c'est une info qui n'est pas nouvelle, ça date de 2018. Parce qu'il y a eu une découverte en fait de vestiges qui dataient de plus de 9000 ans. Et en fait, il se trouve que finalement, ça a permis de voir que contrairement à ce que la science ou les scientifiques même ont pu véhiculer, les femmes n'étaient pas seulement des cueilleuses, quoi, parce que l'idée c'est que la femme reste à cueillir tout près peut-être de la maison ou du foyer, et que les hommes avaient tendance à partir, s'éloigner pour aller, non pas pêcher, mais chasser le gros gibier. Eh bien non, les chasseurs sont des chasseuses. Voilà, plus souriant. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste, Moi, je dis qu'on va découvrir plein de choses sur les femmes et sur tout ce qu'elles ont fait. Oui. Juste un petit mot sur ça. Écoutez, je trouve que, je sais pas, c'est le genre de sujet qui, moi, demain, on nous dira autre chose. Je trouve la science d'aujourd'hui un peu aléatoire. La science aléatoire? Ah oui. On nous donne des informations scientifiques, quel que soit le domaine. On nous donne des informations scientifiques et puis 2 jours après, on nous dit que non, en fait, c'était pas ça, que c'était autre chose. Non, comme là, à l'instant, on non. croyait que c'était que des hommes. Ben, finalement, c'est que des femmes. Et comme elle dit, je la rejoins, il y a plein de choses à découvrir sur l'histoire. Mais c'est cumulatif, le truc. Avant qu'on connaisse l'aromathérapie, on ne connaissait pas l'aromathérapie. Donc, on ne connaît pas, on connaît. Là, il se trouve qu'ils ont trouvé... peut-être un squelette de femme qui remonte à très longtemps et jusqu'à maintenant, ils n'en avaient pas trouvé avant qu'on sache que... Voilà, donc c'est juste que l'histoire, et pas l'histoire d'ailleurs, la connaissance est cumulative. Voilà, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'histoire de... Ils vont continuer à accumuler. Voilà, ils vont continuer à accumuler, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Et à mon avis, ils vont décumuler avant de recumuler. Mais qui heal d'ailleurs, la science, ceux qui imposent leur vision de l'histoire. Ben, la science, c'est pas ça. Là, on parle d'histoire et de science. Alors, est-ce qu'on fait de l'histoire une science aussi? Ça, c'est déjà un débat. L'histoire, c'est une science humaine. Et l'homme, l'erreur est humaine, a priori. Donc, voilà. Donc, il faut accepter. Est-ce que finalement, ce qui est en jeu dans ce que tu es en train de dire, Marie-Paule, c'est qu'il faut accepter que les connaissances ne sont pas figé. La vérité n'est pas une. La vérité, c'est à un moment donné, compte tenu de l'évolution, compte tenu des connaissances, compte tenu des progrès de l'homme. Et vérité d'hier, effectivement, n'est pas vérité. C'est lié à l'évolution, effectivement. Pour le coup, avant de découvrir ces vestiges-là, ils ne les avaient pas découverts. Donc, c'est ça que ça veut dire. Peut-être nous ici. Mais dans d'autres contrées du monde, à d'autres époques, ils ont fait d'autres découvertes que nous, on est en train de faire seulement aujourd'hui, notamment par exemple l'aromathérapie. Oui. Nous, aujourd'hui, on a décidé de la nommer comme ça.
eux ne la nommaient pas. Oui, les Égyptiens, en les fait, anciens ne les nommaient pas aromathérapie, mais ils faisaient déjà de l'aromathérapie. Oui, clairement. Alors, c'est pas parce que Gad Fossé il est arrivé en 1950 en disant ça s'appelle de l'aromathérapie qu'on a découvert l'aromathérapie en 1950. Non, ce qui est dit là, c'est que, là, pour revenir, là, vous avez compris qu'on revient à l'aromathérapie. L'aromathérapie, le terme a été inventé par le parfumeur. Le terme. Ce qui est dit, c'est que le terme a été inventé par le parfumeur René Maurice Gad Fossé. Oui. Mais ce qu'on sait, manifestement, parce que les pratiques, les usages, effectivement, traversent le temps, c'est que ce sont, et toi-même tu le dis, ce sont des pratiques très, très, très anciennes. Voilà. En tout cas, c'est pas exactement la même chose qu'avec les femmes, les chasseuses. C'est vrai qu'il faut, enfin, il me semble que ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Viviane, c'est qu'on apprend, et on ne sait pas, on apprend, après, les choses sont plus ou moins mouvantes. Nous sommes sur des multifacettes. Sommes-nous prêts à accepter le doute? Ça me paraît intéressant. Ah oui. Voilà. Sommes-nous prêts à douter? Et le doute est scientifique. Le doute est scientifique, mais le doute est nocif. Pour qui? Si, parce qu'en fait, douter, c'est prendre le risque, en quelque part, de ne pas aller au bout de la route qu'on s'est... Oui, mais on cherche. Quand on doute, on cherche. Quand on doute, on cherche. Oui, alors moi, c'est ne jamais douter de soi, mais toujours douter de l'extérieur. Moi, ça, c'est ma faiblesse. Le doute. Ah ouais, tu as des problèmes avec le doute. Il faut pas douter. En tout cas, douter de soi. Il y a des moments où il ne faut pas douter. Alors, on peut douter, mais 2 secondes. Pas trop longtemps. Oui, mais en même temps, douter, c'est donner la possibilité finalement d'une vérité qui évolue, justement. De se donner un temps d'interrogation. Oui, voilà, tu me dis, oui, Barbara, telle chose. Je te dis, je peux douter. Ah, effectivement, mais ma connaissance, c'était pas ça. Ah, mais tu es sûr. Ah oui, tu me dis A plus B plus C plus D. Ok. Mais j'ai douté. Ok, et j'accède à ta vérité, à ta réalité. Non? Oui. Tu vois, tout est question de perception. En tout cas, on fait de la philo sur le plateau de forme. C'est extraordinaire. Tout est question de perception. C'est une perception. Oui. On a chacun une perception qui est différente et dans tout. Oui. Et donc, c'est ce qui fait de nous des êtres uniques. Tout à fait. Nous sommes dans... Excellent. Focus, c'est fini. Jingle, mot de femme. On continue avec mes invités. On parle de tout, en fait. On tire un fil et puis on arrive vers autre chose. On retourne à vos parcours, mesdames. Marie-Paul, tu n'as pas été toujours aromathérapeute et maître en aromathérapie. Comment tu as découvert l'aromathérapie? La vie. Moi, c'est une expérience de vie, c'est-à-dire que jusqu'à mon 3e enfant, c'était la parole du pédiatre et la pharmacie qui rythmaient nos vies, quoique les 2 premiers n'avaient pas été tellement malades, donc j'avais pas trop à m'en soucier. Et puis, à l'arrivée du 3e, tout un tas de problèmes de santé, donc je l'emmène naturellement chez le médecin. Il avait des otites à répétition, asthme du nourrisson, anémie, déficience respiratoire. Voilà, je me suis retrouvée avec le masque à oxygène en urgence chez la pédiatre qui n'a même pas voulu qu'on le transfère à l'hôpital, qui a sorti son matériel de... Donc j'ai eu des petites frayeurs et puis du coup moi j'attendais du médecin qu'il guérisse mon enfant. Enfin je te l'emmène, c'est pour qu'il aille mieux. Et puis un jour je me vois en train de dire au pédiatre, mais docteur je ne comprends pas, plus je vous l'emmène et plus je vous l'emmène. Plus je vous l'emmène et plus il est malade. Comment C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à le guérir. Ben là on vous dit que ça ne se guérit pas. Et donc j'ai commencé à chercher des solutions par moi-même. J'ai commencé donc avec l'oligothérapie, puisque les minéraux, c'est une méthode de soins très douce, où les dosages toxiques sont très élevés. Donc du coup, on a quand même une marge de manœuvre qui nous laisse sous un seuil de sécurité. Donc j'ai commencé par ça. Et puis, j'avais lu des choses justement sur le diabète, sur la santé, les systèmes respiratoires. Je commençais à m'intéresser, puisqu'il avait des problèmes respiratoires, à tout ce qui, dans l'environnement, dans l'air, pouvait... provoquer ces problèmes-là. Voilà, et donc du coup, j'ai cherché un produit pour nettoyer sa chambre et l'aseptiser sans... voilà. Et puis, j'ai un cousin qui vient à la maison et qui me dit « Mais tu sais qu'une huile essentielle, c'est antiseptique ». Et là, ça a été la petite phrase qui a tout déclenché. Laquelle, d'ailleurs?
Il m'a dit, oui, tu sais que les huiles essentielles... les huiles essentielles, Parce qu'il me dit, génial. tu peux nettoyer, je parlais de ça au détour d'une conversation, il me dit, mais tu peux nettoyer sa chambre avec des huiles essentielles. Et je dis, Le chardon béni est très bon. mais les huiles essentielles, ça sent bon. Antiseptique. Ça sent bon, ça désinfecte pas. Et il m'a dit, mais si, une huile essentielle, c'est antiseptique. Et là, ça a été, ah bon? C'était une découverte. Ça a été, et j'ai commencé, en fait, j'avais déjà commencé avec les travaux de Marie-France Muller, qui est une naturopathe qui a écrit pas mal de livres pour les petits remèdes et les pratiques familiales de soins naturels. Et donc, j'avais déjà acheté le livre sur les oligo-éléments, donc j'ai été voir si elle avait par hasard écrit un livre sur les huiles essentielles. Et puis, effectivement, elle avait fait un petit fascicule. Et puis là, ça a été le virage de tout. En 6 mois, l'enfant n'avait plus aucun problème. Et j'ai commencé à devenir un petit peu extrémiste et radicale et à enlever tout produit chimique et pour les produits de santé, donc le soin, et aussi pour tout ce qui était hygiène corporelle, domestique. Donc voilà, à la maison, c'est vraiment, on fait tout nous-mêmes, tout ce qu'on ne mange pas. Pour l'alimentation, j'ai encore de la route, mais en tout cas, pour tout ce qui est produits de santé et de soins... Si tu veux, j'aime bien les transitions naturelles, donc ça va me permettre de donner la parole à Viviane, qui fait de la transformation et qui te donne à manger, en fait. Juste fais attention au micro, parce que ça tape dessus. Et oui, puis, voilà. excuse-moi. Toi, tu fais de la transformation. J'ai parlé au début d'agro-transformation, parce que tu es enseignante, mais tu es agricultrice. Qu'est-ce que tu produis et en transformation notamment? Alors, les produits casalés, donc ça fait quelques années maintenant que j'ai choisi d'orienter la transformation agroalimentaire avec des produits issus de l'exploitation. Donc, l'élevage de volailles principalement, et puis la transformation derrière. Donc, des produits innovants, originaux, mais pour revenir faire le petit focus santé, sans nitrites, sans colorants, sans conservateurs, parce que pour moi, c'est pas parce que ce sont des produits charcutiers, entre guillemets, qu'il faut y rajouter du sel nitrité, etc. On connaît maintenant les risques qu'il y a à utiliser ce type d'additifs, et donc j'ai fait le choix de garder une couleur naturelle. Donc les produits ont une couleur naturelle, et donc ils sont issus principalement de l'agriculture. Tu fais des terrines de foie de volaille à base de piments végétariens, des choses comme ça. Alors voilà, oui. Alors il y a une petite gamme, merci. Il y a une petite gamme à base de pintade, donc terrine de pintade, au rhum vieux, au basilic et au gingembre. Ensuite, les pâtés de foie que tu as goûté, donc pâtés de foie piment doux et aussi curry. Oui, curry, c'est ce que j'ai les rillettes de thon, pour les gens qui ne mangent pas, qui ne sont pas très viande. Donc les rillettes de thon élaborées à partir de thon, bien évidemment, pêchés localement. Tu ne les pêches pas sur ton exploitation? Non, voilà. Donc, elle est grande, son exploitation. Ton piment, ton colombo et ton nature, enfin, épicé, mais sans additifs? Sans additifs tous, mais sans aromatisation, on va dire, pour le ton nature. Et puis une petite gamme de sauces aussi, que j'ai sorti depuis l'an dernier, des sauces à base de mangue. Une qui est plus comme un petit chutney. C'est bon, les chutneys. Voilà, mais je ne l'ai pas appelé chutney parce que... c'est le chutney? Non. Chutney, je ne l'ai pas appelé chutney parce qu'en fait... c'est sucré salé? Oui, c'est du sucré salé. Ah, c'est pour ça que je connais pas. C'est avec du vinaigre? C'est parce que je ne mange pas de sucré salé. Ce sont des sauces aigres douces, donc j'ai décidé de travailler les mangues, puisque mon grand-père nous a laissé quand même 13 beaux manguiers depuis quinquagénaire. Donc j'ai décidé de transformer ces mangues, toujours pour valoriser l'agriculture en Martinique et pour montrer qu'on peut faire des produits originaux et de bonne qualité. Alors c'est vrai que ces temps-ci, on parle beaucoup, c'est un thème politique, mais qui est comme un serpent de mer, d'autonomie alimentaire. Toi, toi toute seule, tu es une autonome alimentaire. Toi. Alors, tu fais tout, tu as ton exploitation, ton élevage de volailles, etc. Je ne suis pas complètement autonome, mais je suis un maillon de la chaîne Martinique qui œuvre pour son pays et qui espère dans 10-15 ans, peut-être moins, il faudrait que ça soit le plus rapide que possible,
qu'on puisse être sensibilisé encore plus à ce qu'on consomme et puis au poids qu'on peut avoir au niveau de la consommation. Christine, quand tu dis, elle a dit au poids qu'on peut avoir au niveau de la consommation, c'est-à-dire que vous, enfin toi agricultrice, tu as ta responsabilité, mais moi en tant que consommatrice, j'ai aussi ma responsabilité, quoi. Oh oui. C'est ça, c'est-à-dire que ça, il faut c'est faire du les choix. Quand tu vas alors aller plutôt, on n'est pas contre les supermarchés, bien entendu, mais faire le choix de l'agriculture, des produits locaux. Il faut qu'on soit conscient, et agissant. Il faut qu'on soit conscient que l'autonomie ne sortira pas d'ailleurs, mais qu'il faut qu'on la crée et qu'il faut qu'on l'oriente. Il faut qu'on oriente notre consommation, il faut qu'on oriente notre production et il faut qu'on soit capable, à notre échelle, de participer, de fonctionner, de faire vivre cette Martinique. Parce que ce soit toi, n'importe qui, peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'espace, mais on peut aménager des choses. Il y a des choses qui sont possibles. Bien sûr. Et c'est quoi les plus grosses difficultés aujourd'hui? On parle beaucoup d'accès au foncier. On a déjà eu l'occasion d'avoir des agricultrices ici, mais c'est quoi pour toi qui es enseignante, qui est aussi exploitante, c'est quoi les grosses difficultés, les problèmes à régler, à résoudre? Alors, l'accès au foncier, certes, puisqu'on parle de terres empoisonnées et autres. Non, mais pas que. On parle aussi de transmission. Parce que le problème, manifestement, quand tu discutes avec les agriculteurs à la recherche d'eux ou bien des responsables, c'est le problème de transmission des exploitants qui restent en activité très longtemps parce qu'ils n'ont pas de retraite assez importante, des transmissions intrafamiliales qui ne se font pas forcément. Qui ne se font pas, et puis la relève qui n'est pas forcément présente. Alors, on parle de relève qui n'est pas forcément présente, mais il faut que les gens, que la vision de l'agriculture change. Ah ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, les filières agricoles ont souvent été, et le sont toujours, comme des sous-filières. Mais alors, on a eu un exemple, là encore, très concret. J'ai interrogé 2 jeunes femmes, Mélissa et Laura, qui sont en lycée agricole, mais à Aquarivaille. Oui, Aquarivaille. Avec Christophe Dété notamment, elles sont aussi violeuses. Elles disaient qu'au moment de choisir d'aller au lycée, on les a dissuadées, on a voulu les dissuader d'aller au lycée professionnel, et elles ont été obligées de travailler mal, entre guillemets, pour aller dans ces voies qui étaient considérées comme des voies de garage. C'est pas acceptable, ça. Alors, non, ce n'est pas acceptable. Alors, je suis issue moi-même de l'enseignement agricole. Donc, j'ai commencé, j'ai fait mes études à Aquarivaille. Et puis, je suis partie par la suite poursuivre. Mais en fait, c'est une vision. C'est une vision qui est... Il faudrait faire une enquête. Peut-être qu'on pourrait faire une enquête, un micro-trottoir. Quelle est votre vision de l'agriculture en Martinique, etc. Parce qu'en fait, moi, je le vois, je le vis tout le temps. Les jeunes qu'on reçoit, parfois, ils n'ont pas choisi d'être là. Et c'est dommage. Ça veut dire que on a quand même, on a besoin de se nourrir matin, midi, soir. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? Parce que les jeunes, attends, tu vas nous dire, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire, Marie-Paul? Ah, mais il ne faut rien leur dire, il faut payer les agriculteurs à la juste valeur et à l'importance que leur travail a dans la société et dans notre vie du quotidien. Parce que les jeunes, ils veulent gagner leur vie. Parce que quand les gens, ils râlent toujours parce qu'on leur demande 4 € pour un métier sans vacances, où on se lève à 5 h du matin et qui sont... Non, mais moi je dis, je fais un appel aux consommateurs qui viennent sur les marchés locaux, arrêtez de négocier les prix à la baisse si vous voulez qu'on tende vers l'autonomie alimentaire. Nous, on a un gros problème en tant qu'acteur économique de la Martinique, c'est que nous sommes des petits et qu'à ce titre-là, nous ne pouvons pas passer de commandes qui nous permettent d'avoir des matières premières très très peu cher et de bonne qualité. Nous n'avons pas les circuits, les liens, les connexions qui permettent d'avoir des machines dernier cri, qui machin, qui ceci, qui cela. Donc nous, on paye tout au prix fort et il faudrait qu'on soit ceux qui fassent le moins de marge. Attends, cultiver une tomate, comment ça? Il y a de l'eau, il pleut, c'est la terre qui fait. Voyez, voilà. Ils sont pas confrontés au travail du terrain. Être agriculteur, c'est difficile. C'est extrêmement difficile et c'est sous-payé. Mais les jeunes ne veulent pas. Moi, je dis que le problème pour la jeunesse, c'est que être agriculteur aujourd'hui, c'est sous-payé. Oui, mais elle dit autre chose. C'est non seulement sous-payé, mais c'est aussi dur. C'est l'un des métiers les plus difficiles. C'est l'un des métiers les plus difficiles, mais il faut savoir lire dans la nature. Il faut connaître. Il y a des choses que les anciens connaissaient et qui ont été transmises plus ou moins. Mais il faut savoir décoder aussi. Il faut savoir décoder cette nature. Ça s'apprend.
Mais justement, on rejoint ce qu'on disait au début. On est déconnecté de la nature. Absolument. Et je pense que globalement, si j'ai eu l'occasion de le dire, je le redis, si on était plus connecté à notre nature, à tous les niveaux, hein, parce qu'on a l'impression qu'on est tous citadins, en fait. Tout le monde est citadin. Si on était plus connecté, on serait plus heureux. Mais comment vendre ça, entre guillemets? Comment valoriser ça auprès des jeunes? Tu l'as dit, ils sont mal payés, les agriculteurs, et c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut responsabiliser le consommateur qui doit faire des choix. Il faut rappeler les gens aux vraies valeurs. Parce qu'en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a une vision de la vie, de la réussite matérielle qui est complètement... C'est le fric, quoi. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on est... C'est le fric, c'est le paraître, c'est l'avoir, c'est ça. Il y a plein de bases qui ont disparu. Je sais pas, je crois que j'ai entendu un sondage ou je sais pas quoi. Enfin bon, moi je suis un peu sceptique sur les statistiques, mais celui-là m'a bien fait rire. C'était quoi? C'était que les Français étaient les records du monde du consommation d'antidépresseurs. Oui, mais j'allais dire donc, si la société... Non, maintenant c'est l'Allemagne, les Allemands... Ah, ça y est, ils sont passés devant. Au niveau des médicaments, peut-être antidépresseur, on est... Non, j'avais vraiment entendu antidépresseurs. Donc oui. si la société de consommation capitaliste rendait heureux... Ça serait. Voilà. Mais il aurait fallu monter des ateliers nature où ils font un peu de jardinage, où ils se connectent à la nature, où ils marchent pieds nus. Voilà. Enfin, c'est... Mais c'est quoi la solution? Parce que là, on est en train de faire comme si dans ce qu'on dit. Alors, j'ai retenu, il faut que les agriculteurs soient payés mieux. Ouais, oui. Bon, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les agriculteurs sont capables de produire, parce que dans la grande distribution, par exemple, tu vois, parce que c'est le cercle vertueux. On produit, c'est distribué, ça se vend, ça peut monter, c'est consommé, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à produire suffisamment pour approvisionner, par exemple, les grandes surfaces? Il y a les marchés, certes, mais aussi les grandes surfaces où les gens vont très, très, très volontiers s'approvisionner. Alors, est-ce qu'on peut produire je pense qu'on est un peu défaillant sur certains points. Mais comme je disais, nous sommes des maillons. Nous sommes tous des maillons et nous devrions tous être responsables. Et à notre échelle, je ne sais pas si toi tu décides de mettre des oignons pays parce que tu n'as que la possibilité de faire des oignons pays, que tu le fasses. Tu vois ce que je veux te dire? Et qu'on soit tous, qu'on crée l'autonomie martinique à notre échelle, qu'on participe au développement de l'agriculture, mais tous ensemble. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit conscient. Oui. Ça veut dire qu'il faut changer les méthodes. Et puis qu'on soit fiers surtout, qu'on soit fiers de ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire. Parce qu'il ne s'agit pas de valoriser ce qui vient d'ailleurs et de dire que c'est meilleur ou qu'on fait mieux ailleurs. Mais non, on peut fouiller, on peut chercher, mettre en place des choses. Et dès le plus jeune âge, montrer aux jeunes que si on mange, moi les premières choses que je fais quand je reçois les jeunes, la première séance, je leur dis, bon alors qu'est-ce que vous aimez manger? Alors ça provient d'où? Ça se fait comment? Et je leur montre que ce qu'ils aiment manger, puisqu'on est en agrotransformation, provient d'une filière agricole et que derrière il y a toute une organisation. Et donc c'est déjà une sensibilisation à ce public qui arrive, qui découvre et qui se dit ah oui, bon, l'agriculture, machin, mais l'agriculture, c'est la base de tout. S'il n'y avait pas d'agriculture, on n'aurait pas eu à manger. Mais ça devrait être enseigné à l'école. Je veux dire, comment cultiver sa propre nourriture. Que les référentiels soient peut-être revus. Oui. Et je parle de référentiels, mais pas au niveau des classes... Au plus bas niveau, oui. Au plus bas niveau. Avec les petits. Qu'on commence dès le départ à leur inculquer les fondamentaux. Oui. Alors, question quand même naïve. Hein. Et après, je vais te poser la question sur comment tu t'approvisionnes sur les huiles. Est-ce que tu nous as dit que tu en faisais, mais il y a des fruits à pain ici, ça fait comme, c'est concon, comme il a dit. Oui, il n'y a pas qu'à nous ramasser, il y a tombé des fruits à pain. Nous n'avons pas dit, c'est totalement quand moi j'ai fruits à pain, là, bon. Oui. Nous n'avons pas dit dépendance au blé ukrainien. Qui m'en a nous peut pas faire? Fruits à pain. Qui m'en a nous peut pas faire farine fruits à pain. Est-ce que c'est dur? C'est quoi le problème avec ça? Pourquoi? La volonté politique. Tu vois ça en bordure de toutes les routes? Alors ça se fait déjà. D'accord. Mais de façon massive. Alors de façon massive, il faudrait que, alors je ne vais pas dire créer une filière, mais en tout cas que les choses soient organisées.
de telle sorte à ce que les fruits à pain arrivent sur une zone où ils sont traités, où ils sont transformés. Donc, ce sont des choses qui peuvent être réfléchies. Il n'y a pas que les fruits à pain. Il y a l'igname. Je sais que il y a l'igname, le tu as les PAM dachines. et puis la chaîne d'agriculture ont travaillé il y a quelques années sur la filière igname. Oui. Voilà. Sur la fabrication des farines locales. Donc ça, c'est vrai que peut-être qu'il aurait fallu permettre à cette filière farine locale de se développer. Donc il faut Qu'est-ce qui empêche ça? Je ne sais pas ce qui empêche ça, mais parce que moi je mange que des fois il y a des gens, on va faire de la pub, des gens qui font des crêpes par exemple à base de farine de banane, tout qui est tellement bon quoi. Il y a plein de choses à faire. Alors peut-être en mélange avec de la farine de blé, parce que ce ne sont pas forcément des farines panifiables, mais il y a énormément de choses à faire avec les farines. Et justement, c'était un de mes projets pour l'année prochaine, mais il sera peut-être reconduit à la rentrée d'après. La découverte des farines locales, emmener les jeunes sur le terrain, regarder comment on fait pousser du manioc, comment on transforme le manioc, etc. Et Vous avez fait ça avant? Oui. Marie-Paul n'en peut plus. Marie-Paul il faut que nous montrions ça. Non, mais ça fait les filières d'agrotransformation. Pour moi, non, jamais. Les filières d'agrotransformation, c'est ça en fait. Il faut sensibiliser le public à tout ce qu'il y a en amont. C'est ça. Parce qu'il ne suffit pas que de transformer des matières premières locales. Il faut montrer le travail de la terre pour qu'ils puissent comprendre la valeur de ce qu'ils font. Parce que c'est de la valeur ajoutée quand on... Oui. Voilà, quand on a des produits transformés, c'est de la valeur ajoutée. Mais il faut montrer. C'est une filière, c'est pour ça qu'on parle de filière. Il y a quelqu'un qui plante, alors on a compris, il faut qu'il soit mieux payé, etc. Et puis le consommateur, il est un peu responsable. Moi, je veux bien l'éduquer et lui montrer, mais il n'a pas besoin de savoir que c'est un gros travail. Il sait déjà que matin, midi et soir, il a besoin d'avoir quelque chose dans son assiette. Oui, exact. Et que c'est après l'air et l'eau, le troisième élément dont il a besoin pour être en vie, déjà. Donc, on devrait moins râler à payer 1 kilo de tomates qu'une bouteille de parfum. Ça, c'est mon avis. Bon, et tant que ça ne changera pas individuellement en chacun et chez chacun, il n'y aura pas de solution collective. C'est pour ça qu'il il faut que chacun se responsabilise. Il faut que chacun se responsabilise. Voilà. Il faut que chacun se sente maillon de cette chaîne Martinique qui va former le 1, l'unité. Il faut que chacun se sente responsable. C'est pour ça que Viviane et que Marie-Paul, vous êtes sur le plateau de Forme aujourd'hui. Okay, le travail de conscientisation de chacune et de chacun a commencé ici avec mes deux invités. Marie-Paul, est-ce que tes huiles essentielles sont exclusivement des huiles essentielles qui viennent de Martinique? Non, mais non. D'ailleurs, lesquelles tu fais? Tu fais citronnelle, Alors en fait, moi, je fais importer les huiles essentielles parce qu'on n'a pas en Martinique aujourd'hui la production nécessaire pour assurer et la quantité et la qualité d'une huile essentielle qui va me servir, moi, en thérapeutique. Par exemple, lavande, on ne fait pas de lavande ici. Non. Mais toi, tu as besoin de la lavande, par exemple? Pas forcément. Tu l'utilises ou pas? Je l'ai utilisé, j'ai arrêté, j'ai recommencé. Qu'est-ce que tu utilises alors? Alors, j'utilise principalement une quinzaine d'huiles essentielles, comme une qu'on connaît très bien, la titri, que moi j'appelle l'arbre à thé, parce que je parle en français. Le basilic. Ça, c'est bon pour quoi? Pour l'eczéma? De quoi? L'arbre à thé. L'arbre à thé, c'est l'huile essentielle de prédilection pour tous les problèmes cutanés. D'accord. C'est-à-dire que ce soit pathologique ou pas, à partir du moment où une lésion cutanée, même si on prend une autre huile essentielle, on va toujours mettre un petit peu d'arbre à thé avec. D'accord. Ça cicatrise très bien les lésions cutanées. Donc arbre à thé, quoi d'autre? Basilic, citron. Alors là, on est sur une essence. Je n'apprends rien à Viviane, qui sait qu'en fait, une huile essentielle, ça n'existe pas dans la nature. Non, on sait pas, non. Alors, une huile essentielle, ça n'existe pas dans la nature. C'est une substance que l'homme obtient en voulant extraire l'essence qui, elle, est produite par la plante. La quintessence de la plante. Voilà. Et en extrayant cette essence à la vapeur d'eau, en fait, la distillation va provoquer une modification biochimique de la composition originale de l'essence qui va se purifier sous l'effet de la distillation. Et à la sortie de l'alambic, on aura ce qu'on appelle une huile essentielle d'un côté et les hydrolats ou eau florale de l'autre, c'est-à-dire toute l'eau toute la vapeur qui aura servi à la distillation. On va aussi se charger de molécules aromatiques, mais les plus lourdes, les plus légères, elles sont parties dans l'huile essentielle. Donc les plus légères, les plus puissantes. Et donc là, on a vraiment
l'âme de la plante. Voilà, tu as l'âme de la plante et puis l'hydrolat. Les hydrolats peuvent être utilisés aussi pour tous les produits cosmétiques. Exactement. Parce Et qu'il puis, faut rien perdre. On a quand même de la plante, on a Voilà. quand même l'essence. Et puis, voilà. l'avantage de l'hydrolat, c'est qu'on peut l'utiliser sans trop de précautions. Il n'y a C'est pas beaucoup plus tellement dissous. à faire attention. C'est très D'accord. C'est beaucoup léger. plus Alors que dissous voilà. et c'est voilà. Alors que l'huile essentielle, si on te dit de mettre 3 gouttes, c'est 3 gouttes. Ah c'est oui, ça. et c'est pas 4. D'accord. Et alors, il y a des huiles essentielles qu'on ingère. Tout et à ça, fait. selon des dosages très précis. C'est ça qui est important. Tu Pour le disais tout, au début. c'est comme pour tout. Tout remède naturel, en fait, va déterminer son action en fonction de son dosage. À la base, c'est tous des nutriments. Même une plante médicinale, c'est un végétal qui peut nous servir pour faire un thé. Donc, à la base, le monde végétal nous nourrit. Après, quand j'augmente la dose, il prévient. Quand je l'augmente, il passe en curatif. Il peut tuer aussi. Mais il peut être toxique. Et il peut arriver au poison. Et chaque plante, en fonction de sa composition en principe actif, a un dosage qui devient toxique. Donc il faut connaître quelle plante. Et j'ai envie de dire qu'on fait souvent peur avec les huiles essentielles de façon un peu, de mon point de vue, démesurée. Parce que quand on est dans sa maison, il y a plein de choses dangereuses dans la maison. sûr. Dans la cuisine, il y a l'eau de Javel. Qui lâche pas l'eau de Javel. J'ai un problème avec le Javel, au fait. Non, mais oui, un gros On s'en était pas problème. aperçu. Un gros problème. Donc, il y a tous les détergents. Il y a, quand on cuisine, Ils sont dangereux il y a, aussi pour la nature, hein, pas que pour Et nous. puis, ce hein. que je te disais au téléphone, c'est-à-dire que, mais comme c'est naturel dans la cuisine, Ouais. on a évacué le danger. Oui. Mais vous imaginez, si j'arrive et que j'ai oublié qu'il ne fallait pas doser le sel comme on dose le poivre et que Attention à j'inverse. ton micro. Pardon, Oui. excuse-moi. Oui, je t'en prie. Et que j'inverse, que je mets la dose de poivre pour le sel et la dose de sel pour le poivre. Oui. Mais je peux tuer quelqu'un aussi. Exact. Hein, Mais comment tu as appris ça alors? Tu es récemment devenu maître en aromathérapie. Oui. C'est très pompeux, hein, ton truc. Ah ouais, Maître c'est pour en ça que je tai chi, déteste le Je suis dire. maître en tai chi, oui, madame. Non, mais c'est plus pour vous. Hein. Comment tu as appris ça? Comment tu as appris? Parce que tu dis que ton enfant était malade, et Ouais. donc tu as appris, tu as lu, etc. Ouais. Et puis tu as fait tes petites potions magiques dans Ouais. ta petite cuisine avec ton eau de Javel à côté. Ça y est, je vais attraper le fou rire. Comment ça s'est passé? Comment tu as progressé dans cette connaissance? Eh bien, en fait, oui. Bon, moi, j'ai toujours été très méticuleuse. Quand je fais quelque chose, je le fais en sachant ce que je fais. Et savoir ce qu'on fait, c'est savoir quel sens ça a et pourquoi on le fait. Donc, je ne fais rien sans savoir de A à Z ce que je suis en train de faire. Tu veux maîtriser. Donc, même, voilà. Donc, en plus, je traitais un bébé de 8 mois. Et j'avais toute la famille sur le dos. Mais t'es folle, tu te prends pour un médecin, il a de la fièvre, il faut lui donner du Doliprane, etc., etc. Donc, j'étais obligée de faire extrêmement attention à ce que je faisais. Et à chaque fois, vous savez, à chaque fois, les premières fois que je préparais quelque chose, je relisais tous les passages de tous les bouquins concernant ce problème de santé. Et puis, je disais, bon, voilà, là, je pense que j'ai tout respecté, ceci, cela. Et à chaque fois, c'était miraculeux ce qui se passait. Mais à chaque fois, quand on fait bien les choses, souvent, même... Tu étais autodidacte, mais tu as appris, en fait. C'est la magie de la nature. C'est Oui, autodidacte, mais, c'est ça. voilà, mais on peut apprendre aussi des choses en autodidacte et les apprendre. Et les Mais moi, je maîtriser. pense que les autodidactes Ils sont les meilleurs. apprennent. En fait, c'est pas une question de meilleur, c'est que, étant donné qu'on est libre de notre apprentissage, on va souvent dans des contrées que là où en cours, en formation, on ne va pas aller parce que c'est cadré, parce qu'il y a un programme, parce que c'est ceci. Et puis, en fait, moi, j'ai choisi mes auteurs, j'ai choisi mes indications, j'ai choisi mes plantes, j'ai choisi ma manière. Tes orientations aussi. Voilà, j'ai fait des choix éclairés. J'avais un bébé de 8 mois entre les mains, donc j'ai fait des choix très éclairés. Et quand on sait ce qu'on fait, je vous assure que l'aromathérapie familiale n'a rien de plus compliqué que de préparer un bon repas pour sa famille. Mais il y a des indications, il y a bien sûr. Comme en cuisine, bien sûr, il y a comme des en indications. cuisine, vous n'allez pas mettre une gamine de 11 ans qui n'a jamais fait à manger toute seule dans la cuisine à faire à c'est manger. dramatique. Ce serait dangereux. Oui, c'est dangereux. Eh bien, c'est pareil, on ne met pas des huiles essentielles dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas les Tu voulais dire quelque préparer. chose, tu voulais dire Voilà. quelque chose. Non, non. Alors, Ça ok. va. D'accord. Et donc aujourd'hui, donc tu nous as dit, donc tu vends tes huiles essentielles. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Tu étais sur une foire et voilà, et je suis allée, je regardais, je dis viens en forme et voilà. Et toi aussi d'ailleurs. Oui. Mais d'ailleurs, on s'est nous-mêmes, on s'est dit Mais ça en ce que attendant. je retiens de vos expériences, là je reviens au parcours.
C'est que et ici, on a vraiment beaucoup de personnes qui viennent, de femmes, qui sont dans ces approches d'aller vers des choses qu'elles ne connaissent pas, qu'elles apprennent au fur et à mesure, dont elles deviennent spécialistes, et puis des fois qui changent complètement. Toi, tu étais dans le milieu agricole, tu étais Oui. enseignante, mais tu as fait le pas, quoi. Depuis Oui, combien oui. de temps? 5 ans, tu m'as dit? L'entreprise, je l'ai montée en 2009. Ah, Donc, 2009, quand même. ça fait un Voilà. moment, mais par contre, j'ai commencé à transformer un peu Voilà. plus tard. Parce que je me suis dit, non, mais Viviane, tu es prof en génie alimentaire. Mais vas-y, commence à... J'avais déjà l'intention de... j'ai plein de choses encore à faire. Ça va venir, parce que je ne peux pas tout faire Ah oui. à la vitesse que j'aurais... Que tu voudrais, Oui, que ouais. je voudrais, mais bon. Je sais pas, Shiva. Non, mais ça va venir. Ça va venir parce que j'ai plein de projets Oui. et toujours dans l'innovation, la valorisation des produits locaux et, Tu es où? et de Tu nous tout as dit ce où tu que... étais? Tu es Je suis entre le Saint-Esprit et le François. Voilà. Et donc, j'espère continuer. Ah, on est pas loin. J'ai maintenant tu es où, toi 13... Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ouais, il y a 13 références maintenant, mais je pense à ce que je fais à chaque fois. Je lance pas un produit pour lancer un produit. Je veux vraiment... Voilà. Et tes jeunes, enfin tes élèves, hein, là tu vas rentrer à l'école, donc tu auras de nouvelles promotions. Oui. On parlait des difficultés, de l'image, etc. Tu sens peut-être des jeunes quand ils arrivent qui sont un peu sceptiques, qui doutent peut-être, et qui à la fin sont persuadés, qui endossent le challenge et responsabilité. Oui, parce qu'en fait, ils ont mûri tout au long de leur cursus et puis ils sont bien encadrés. Parce que petite équipe, non, je le dis, hein, nous sommes une petite équipe, mais une petite équipe qui aime ce qu'elle fait et on essaie d'emmener les jeunes au bout. Au bout du cursus, mais pas que le cursus, pas que le scolaire, pas Oui. que la feuille blanche Tu as et parlé le de stylo. valeurs tout à l'heure. Oui, tu as parlé bien de sûr. conscience, tu as parlé de Bien sûr. responsabilité. Ce Et sont ça, des choses c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien avec les jeunes. Et de toutes les façons, si on s'écarte des valeurs qu'on veut leur transmettre quotidiennement, ben, on s'écarte de tout. Il y a une différence, parce que toi tu es au Robert. Oui. On a parlé de quoi, Rivail. C'est quoi la Oui. différence entre les deux d'ailleurs? Alors, nous au niveau du LPA du Robert, nous sommes sur des filières... on va dire, services, de peut-être services. Donc, Quariva est plus sur des filières de production. D'accord. Donc, on travaille avec des jeunes de la troisième EA, donc troisième d'enseignement agricole, jusqu'au BTS. D'accord. BTS STA, qui sera bientôt BTS Biocaline. Donc, il va changer à la rentrée 2023. Et voilà, donc on a vraiment des jeunes, tout jeunes, et voilà. Il nous reste 6 minutes dans l'émission. Déjà? Et ouais. Question rituelle que je vais vous poser. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé? Marie-Paul. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui, ne nous parle pas de le Javel encore, mais là, je vais attraper le pourri. c'est pas un homme. Monsieur propre, non, je plaisante. Moi, Oui. honnêtement, Oui. mon éveilleur de conscience, Non, celui, non, tu sais, bah, ici. c'est ça. Oui, peut-être. Pour un peu Alors. pour répondre à ta Alors, question, vas-y. bah, moi, c'est Dieu donné. Dieudonné. Oui, mais tu as le droit. Non, mais je le dis. Voilà, tu as le droit. Tu ressembles un petit peu d'ailleurs. Ah, Non, on a les yeux, voilà. oh, le métissage. Voilà, pourquoi Le métissage. Pourquoi Ah bah parce qu'en fait, j'étais devant ma télé complètement, comme ils disent les jeunes aujourd'hui, j'aime bien ce mot-là, matrixé. En plus, c'est mon Oui, on film est dans la préféré. matrice, ouais. Voilà. Et en fait, il a eu une interview où on l'accusait de je sais pas trop quoi. Et j'ai D'antisémitisme trouvé- peut-être. Oui, voilà. Et j'ai trouvé sa réponse tellement évidente. C'était quoi C'était, mais attendez, moi, est-ce que je vous embête avec mes grands-parents qui sont morts sous les balles de l'armée française en Afrique? Et puis ça m'a, je sais pas, je devais avoir 23, 24 ans, ça m'a mis une gifle en me disant, mais comment j'y ai pas pensé De quoi avant à ça, quoi? Non, mais D'accord. parce que moi aussi, pour moi, c'était le Tu as plus grandi où grave. Tu as grandi où, toi En France, moi, je suis une banlieusarde. J'ai grandi dans la banlieue parisienne. Et Tu es venue ici quand j'avais 30 ans avec mes 3 enfants. D'accord. Voilà. Et le dernier avait 3 ans. Et justement, il sortait de tous ces problèmes de santé. Et quand j'ai voulu en faire mon métier, de ça, commencer à travailler avec ça, je me suis dit, bon, déjà, j'en avais déjà un peu ras-le-bol de la vie urbaine. Enfin, j'avais France envie, oui, déjà, j'avais envie de partir au moins dans le sud. Déjà, ça, c'était Tu avais sûr. besoin de nature aussi. Voilà, Voilà. et puis on est parti en vacances ici, et puis quand je suis rentrée, 2 mois après, je suis revenue définitivement. Mais tes parents sont martiniquais
Mon père, oui. D'accord, ok. Et donc, tu as reconnecté avec la nature. On a besoin de ça. Alors, mais complètement. Et puis moi, je viens de loin. Moi, ma mère, elle me disait, parce que bon, mon père est martiniquais, mais ma mère est d'origine maghrébine. Ma mère me disait toujours, mets de l'huile d'olive, mets de l'huile d'olive. Dès qu'il y avait quelque chose, mets de l'huile d'olive. Et puis je disais, mais maman, si la nature, elle nous soignait, ça se saurait. Ah, Moi, je viens de là quand même. Hein. Et en fait, effectivement, la nature soigne, mais ça ne se sait pas. Oui. Et tu nous l'as dit, quoi. Tu nous l'as dit. Mais les gens ne croient pas. Non, mais on te croit. Enfin, nous, on te croit. Nous, on la croit. Non, mais si, moi, je suis... Bah oui, pour moi, c'est une évidence. Voilà. La nature soigne. Et tu as rappelé dans quelles conditions? Tu as rappelé dans quelles conditions? Quand on la respecte. Oui. Viviane, l'homme qui t'a le plus influencé? Mon grand-père. Pourquoi il était... Parce que il s'appelait Omer Duval. Il n'est plus là depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais il m'a influencé dans tout parce qu'en fait, je pense qu'il m'a tout montré. Enfin, il ne m'a pas tout montré, mais il m'a aiguillé. Il t'a incité à aller vers. Il m'a aiguillé et vraiment, je lui dis merci de là où il est. Il faisait quoi? Il était agriculteur. Il a fait plein de choses. Oui. Il a fait plein de choses, mais c'était quelqu'un de débrouillard, de curieux peut-être? Curieux peut-être à sa manière, mais un gros travailleur. Et vraiment, il m'a influencé sur tous les points. D'accord. Et je lui dis merci. Jingle, le mot de la femme. C'est passé super vite. Et oui, c'est le mot de la fin. Il nous reste 2 minutes. Qui c'est qui veut commencer? Marie-Paul, pour finir, c'est pas quoi dire? Non, pour finir, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, c'est un sujet que j'évoque très souvent sur mon stand, au sujet des produits. Je veux toujours rappeler que transformer un produit naturel, c'est toujours respecter sa composition originelle et que la chaleur, la déshydratation, toutes ces choses-là altèrent et qu'on ne peut pas demander à une plante à qui on a enlevé la moitié de sa composition en principe actif, de tenir ses promesses thérapeutiques, une fois qu'elle est dans le produit fini. Voilà, ça c'était mon petit message de militante de la nature. Respectez-la. Ça c'est un peu codé. Hein. Non, mais ça veut comment ça? Comment dire c'est quoi la conséquence de ce que tu viens de dire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop utiliser des choses transformées. C'est-à-dire que quand on transforme la nature, une plante, n'importe quoi, il faut respecter sa nature, sa composition. Par exemple, est-ce que et les techniques souvent de transformation altèrent. Ce qu'on boit, c'est altéré par les méthodes de production. Voilà. Si je bois un jus, par exemple, si je bois un jus qui a été transformé, pasteurisé, je ne sais pas comment on dit, etc., on met un produit qui a été... pasteurisé. Donc c'est embêtant, quoi. Voilà. Et ça surtout, peut être dangereux, voilà, à la longue, vous avez vu l'état de santé public. L'état de santé publique prouve que l'alimentation qu'on a depuis des décennies est très mauvaise pour le corps. Mais c'est le choix, là, on revient à la conscience, il faut arrêter d'aller manger des trucs effectivement qui nous rendent diabétiques. Et d'attendre que les scientifiques nous disent que ça on peut, puisque depuis 50 ans ils nous disent que ça on peut, et depuis 50 ans ce qu'ils nous disent ça on peut, ça nous rend malade. Donc il faut se responsabiliser. Il faut se responsabiliser. Il faut se responsabiliser, il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix, il faut accompagner et encourager l'agriculture martiniquaise, avoir confiance en elle et puis voilà, participer autant qu'on peut à cette... je pense qu'il y a une nouvelle vague, il y a quelque chose... Parce que, par contre, ça oui, je suis d'accord. Tout le monde est intéressé par cette question. Oui. Tout le monde commence à s'intéresser à son échelle, à tout. Et ça, c'est le plus important. C'est le début d'un changement en Martinique. Oui, tout à fait. Il faut je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Amandine Negotti, il faut assumer sa puissance, quelque chose comme ça. Mais nous sommes puissants en Martinique. Voilà, il faut assumons notre puissance. Nous sommes puissants, mais je crois qu'on s'est un peu détourné de plein de choses. Et ça revient. Ça revient, mais ça fait son chemin. Voilà. Ça fait son chemin. Sur le plateau de Femme. Voilà. Merci mesdames d'être venues. Merci beaucoup. Merci Marie-Paul. Merci Marie-Paul. Merci Viviane d'être venue. Voilà, on a parlé de plein de choses. Hein. Oui. Et puis le temps était court. Hein. Oui. Bon, merci. Vous restez sur Zitata. Je vous retrouve le mardi pour la première diffusion à 20h. Merci de votre attention. Bye bye. À bientôt. Femme. 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 Femme.